Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Des millions de visiteurs pour les musées français, un succès par exemple pour le Louvre, un chiffre toujours en augmentation depuis la crise sanitaire, mais qui ne parvient pas néanmoins à rattraper la fréquentation d'avant le Covid. Cette difficulté à faire venir des visiteurs n'est-elle pas révélatrice d'une crise plus profonde des musées en France? C'est la question que je pose aujourd'hui à mes invités. En duplex, Jean-Michel Tobellem, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur associé à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. On vous doit Politique et gestion de la culture aux éditions Armand Collin. Ici même dans ce studio, Didier Rickner, bonjour. Bonjour. Directeur de la rédaction de la Tribune de l'Art, un magazine en ligne. Didier Rickner, des chiffres qui semblent impressionnants. On parle par exemple pour le musée du Louvre de 30 000 visiteurs par jour, ce qui fait une petite ville, mais voilà, une ville déjà importante sur le plan quantitatif. Ce chiffre-là doit-il nous satisfaire? Ce chiffre-là masque-t-il d'autres difficultés? Je ne suis pas sûr que les chiffres de fréquentation soient la seule mesure qui permette de savoir si les musées se portent bien. Les musées se portent bien, oui, effectivement, parce qu'il y a du monde qui y va. Et on retrouve presque les chiffres d'avant Covid, de 2019. Je crois que le musée d'Orsay, par exemple, a plus de monde aujourd'hui qu'il n'en avait en 2019. Les problèmes, s'il y en a, et je pense qu'il y en a, ne concernent pas ces grands musées. Ils concernent qu'est-ce qu'on veut faire des musées demain. Et ça ne sera peut-être pas la réponse que je vous apporterai, ne sera peut-être pas celle que vous attendiez, qui serait de faire changer les musées. Moi, je pense que, on va pas traiter de conservateurs, bien sûr, je pense que les musées, ils ont une fonction, ils ont plusieurs fonctions, qui est celle de présenter les œuvres au public, de les conserver, d'expliquer, d'accueillir le public le mieux possible. Et je voudrais qu'ils conservent cela. Et c'est pas toujours le cas, malheureusement. Jean-Michel Tobellem, sur les chiffres, sur ce qu'ils révèlent. Oui, en fait, je pense qu'on est un peu à la croisée des chemins parce que les musées ne se portent pas mal. En réalité, comme vous l'avez souligné, ils ont de nombreux visiteurs. La question à se poser, c'est pourquoi faire? À quoi bon? Les musées sont au service des citoyens du monde entier, d'ailleurs je le souligne. Et ce qui me frappe surtout, c'est que à la lumière de la pandémie que nous venons de vivre, qui avait conduit de nombreux professionnels à imaginer des musées un petit peu différents, des institutions un petit peu différentes, il me semble que c'est le retour à la situation antérieure à laquelle nous assistons, une situation qui se caractérise par un modèle que j'ai envie d'appeler productiviste, où il s'agit d'accueillir le maximum de personnes, dont y compris certaines venant de très loin, avec des conditions d'accueil qui sont souvent discutables et surtout, et là je pense qu'on tombera d'accord, avec un apport culturel qui me semble relativement modeste eu égard aux moyens déployés. Alors, il y a eu, Jean-Michel Tobellem, beaucoup de commentaires sur l'augmentation des prix du musée du Louvre, augmentation assez significative. Pourquoi faut-il augmenter ces prix? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je pense qu'il ne faut pas augmenter les prix. C'est une situation, au contraire, assez préoccupante et qui nous éloigne assurément d'un objectif d'élargissement du public des musées. J'attire votre attention sur le fait que la loi musée, la loi du 4 janvier 2002, indique dans son article 7 les droits d'entrée des musées de France sont fixés de manière à favoriser leur accès au public le plus large. Donc il est clair qu'avec cette augmentation et celle qui les avait précédées, dans nombre de grandes institutions, et je ne parle pas des musées plus locaux, qui n'ont pas la même audience, cet ensemble d'augmentation que nous avons vécu les dernières années soulève un vrai problème de politique culturelle. Et qu'on ne me dise pas que ces établissements manquent de moyens, ce n'est pas vraiment le cas. En tous les cas, on peut le souligner pour ce qui est du musée du Louvre, qui dispose de ressources abondantes, y compris un fonds de dotation d'un montant de plus de 300 millions d'euros. Didier Rickner, le fait que le billet d'entrée du Louvre va passer de 17 à 22 euros à partir du 15 janvier prochain. Je suis d'accord avec Jean-Michel Tobellem, c'est un vrai problème, d'autant plus que le Louvre, prenons cet exemple, qui augmente donc je ne sais pas combien de pourcents, mais c'est très important, beaucoup plus que l'inflation, eh bien une grande partie des salles
sont fermés régulièrement. On ne visite pas. Quand un visiteur qui est payé 17 euros, qui va payer 22 euros aujourd'hui, il n'est pas sûr d'aller voir certaines salles parce que beaucoup de parties du musée du Louvre sont fermées. Alors, on prévient à l'avance, c'est vrai, mais des fois, des choses qui devraient être ouvertes sont fermées et c'est pas normal parce que en plus, les touristes, les visiteurs, ils viennent un jour, ils vont pas revenir le lendemain si la salle qu'ils veulent voir est ouverte. Donc, ça pose quand même le problème de l'accueil, effectivement, des visiteurs. C'est fondamental. Bon, alors moi je vais me faire l'avocat du diable, l'avocat donc de l'augmentation des prix du musée du Louvre. Jean-Michel Tobelem, la billetterie, elle a rapporté l'an dernier 77 millions d'euros pour le musée du Louvre, c'est-à-dire en fait le quart de ses dépenses. Il est normal qu'il y ait malgré tout une participation du public, sinon la charge du musée du Louvre pour la collectivité serait beaucoup plus importante, vous ne trouvez pas ? Jean-Michel Tobelem. Eh bien, je crois que c'est Didier Rickner qui va répondre à cette question. Donc, j'étais en train d'évoquer cette charge importante. Tout est une question de mesure. Moi, je suis personnellement, je ne suis pas sûr que, je ne sais pas si Jean-Michel Tobelem l'est également, mais il nous le dira, j'espère. Je suis contre, par exemple, la gratuité des musées. On parle beaucoup de la gratuité des musées. Par exemple, c'est le cas des musées de la ville de Paris en dehors des expositions. La gratuité des musées pose aussi une question, effectivement, de financement, parce que ça doit être compensé et ça sera jamais compensé comme il le faut. Mais entre être gratuit et coûter 22 euros, il y a peut-être un moyen terme, et c'est ce moyen terme qui n'est pas trouvé. Les musées en province coûtent beaucoup moins cher, et 22 euros, c'est trop. Bien sûr, il y a beaucoup de gratuité, mais n'empêche que 22 euros, si vous êtes 3 ou 4, ça commence à faire beaucoup. Jean-Michel Tobelem, le fait que le musée du Louvre ait donc un budget de fonctionnement qui soit extrêmement important, c'est-à-dire environ 240 millions d'euros à la charge de la collectivité, est-ce que justement ça ne justifie pas une augmentation du prix pour le public, c'est-à-dire souvent des touristes, il y a aussi d'autres tarifs qui sont des tarifs réduits pour les scolaires, bref, pour toute une série de personnes qui ont moins la possibilité de payer ce billet d'entrée? Encore une fois, il faut savoir si on détermine sa politique en fonction des moyens ou de la mission de l'institution. Le cas du Louvre est vraiment exemplaire à cet égard parce que, comme je le soulignais tout à l'heure, ces moyens sont très importants. Donc il n'y a pas d'obligation pour le Louvre, il y a une obligation de faire des choix, il y a une obligation d'établir des priorités, mais on peut, je vous l'assure, fonctionner avec l'existant dans des conditions qui permettraient de rendre le Louvre plus accessible et surtout faire en sorte que les individus reviennent plus souvent. Actuellement, ce qui me frappe, c'est que dans les grands établissements, la visite est plutôt de l'ordre de l'exceptionnel. Or, la politique publique commande de rechercher, en tous les cas, ou de s'efforcer au maximum que les publics puissent revenir et profiter, surtout dans le cas du Louvre, d'une offre absolument incommensurable. Bon, mais alors je continue à vous embêter, Jean-Michel Tobelem. Le Louvre est déjà plein et l'une des questions qui se pose, c'est avec la jauge dont le Louvre dispose de ne pas accueillir plus de personnes parce que dans ce cas-là, c'est vraiment la bousculade. Et il y a effectivement un certain nombre de questions qui se posent. Jean-Michel Tobelem, puis Didier Rickner. Didier Rickner pourra, je pense, confirmer abondamment ce que je dis. C'est-à-dire que le Louvre, en réalité, quand vous le visitez, est absolument submergé dans certaines parties. Or, il existe de nombreux accès possibles au musée du Louvre qui permettraient de le désengorger, pardonnez-moi, et d'inviter les publics à profiter de très nombreuses richesses du Louvre qui sont en quelque sorte disséminées à l'intérieur du bâtiment. Prenons l'exemple de Versailles aussi, les appartements historiques sont là encore submergés de touristes, alors que dans le même temps, à certaines heures de la journée, les Trianons ne sont pas ouverts. Donc on pourrait tout à fait imaginer organiser différemment les flux de visiteurs et les orienter, leur proposer des parcours. Prenons l'exemple, et là encore Didier Rickner sera d'accord avec moi, l'exemple absolument caricatural de la Joconde, où on dirige les visiteurs vers cette œuvre, évidemment d'une valeur insigne, mais qu'ils ne peuvent pas voir. Et ils en sont réduits, je dois l'admettre, à faire des selfies devant l'œuvre, parce qu'il n'y a qu'une interprétation de l'œuvre qui est proposée, et on fait défiler les gens le plus rapidement possible, d'une façon qui me paraît guère satisfaisante.
Didier Rickner. Évidemment, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Michel Tobelem. Prenons un exemple. Quand il y a une exposition au Vermeer, on l'a vu au Rijksmuseum à Amsterdam, on l'a vu même au Louvre quand elle a eu lieu, les foules se précipitent vers cela. Au Louvre, au deuxième étage de la cour carrée, un peu loin de l'entrée, vous avez Vermeer, vous avez Rembrandt, les plus grands peintres, parmi les plus grands peintres, et personne n'y va. Alors qu'effectivement, pour la Joconde, tout le monde y va et personne ne la voit. Je pense qu'un des vrais problèmes du Louvre, c'est vraiment cette circulation. Un des problèmes du Louvre, je pense que c'est la Joconde. Je pense qu'on commence à en parler de plus en plus. Non, mais c'est exact. Il faudrait sortir la Joconde du Louvre ? Non, pas la sortir, mais peut-être l'exposer à part. Il y a des possibilités. Moi, par exemple, je milite. Alors, personne ne m'a jamais dit exactement pourquoi ça serait impossible. Il y a des espaces qui sont libérés pour les réserves parce que c'est inondable. Or, l'inondation, elle arrive au bout de 3 jours. Donc, si on mettait la Joconde, si on aménageait en sous-sol à ces endroits-là, avec une entrée, une sortie, la Joconde, on pourrait l'évacuer s'il y avait un problème, sans problème, ou en 3 jours. Et ça permettrait d'avoir une entrée à part pour ceux qui veulent voir que la Joconde, qui ensuite iraient au Louvre s'ils le veulent. Mais ça libérerait le Louvre. Mais le fait que certaines salles soient peu fréquentées, vous évoquez les Vermeer, les Rembrandt, les salles égyptiennes sont déjà plus fréquentées, en tout cas d'après ce que j'ai pu voir. Didier Rickner, est-ce que c'est la faute du public ou la faute du musée et de sa circulation ? Écoutez, c'est un peu la faute du public, mais le public il va voir qu'il n'est pas forcément, justement, ça rejoint ce qu'on dit, on ne l'éduque pas suffisamment. Enfin, c'est pas, alors l'éducation, c'est pas le rôle d'un musée, c'est d'enseigner. Enfin, c'est d'expliquer ce qu'on voit et pourquoi on doit le voir et ce que ça représente. Donc, si on orientait mieux les visiteurs, s'il y avait plus d'entrées, alors il y a le problème de l'entrée également, et ça c'est un problème, on parle beaucoup du Louvre là, mais il y a une volonté de faire une entrée. On va parler des autres musées tout à l'heure. Du côté de la colonnade, qui m'inquiète un peu, parce qu'il faut faire des entrées, mais des petites entrées, comme ça existait déjà, hein, il y avait déjà une entrée de la colonnade il y a très très longtemps. Il faut effectivement réfléchir à une organisation de circuit de visite. On va évoquer les autres musées, les musées français, donc ailleurs qu'à Paris, les musées parisiens aussi qui ferment, Georges Pompidou, avec aussi des questions sociales qui sont posées dans ces musées. On se retrouve, Jean-Michel Tobelem, vous êtes professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et vous, Didier Rickner, on vous retrouve également dans quelques instants. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui directeur de la rédaction de la Tribune de l'Art. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et après la politique culturelle, et notamment la politique culturelle en matière de musée. On a longuement évoqué la situation du musée du Louvre, qui est une situation emblématique, beaucoup de visiteurs, une augmentation des prix sensibles de 17 à 22 euros à partir du 15 janvier. Nous sommes en compagnie de Didier Rickner, directeur de la rédaction de la Tribune de l'Art, et de Jean-Michel Tobelem. Jean-Michel Tobelem, vous êtes professeur associé à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. L'une des innovations pour le Louvre, mais aussi pour le centre Georges Pompidou, ça a été d'essaimer si on devait justement faire une sorte de bilan de ce que ça signifie d'avoir un centre Pompidou à Metz, par exemple, ou un Louvre à Abu Dhabi. Eh bien, je crois qu'il faut établir une distinction, hein, la décentralisation, entre guillemets, ou déconcentration des musées à l'échelle nationale, c'est une chose. La multiplication des marques à l'échelle internationale, c'en est une autre. Et elle soulève un réel problème qui n'est pas assez évoqué à mon sens. C'est celui selon lequel les œuvres, notamment les œuvres d'art, ne sont pas monétisables selon les principes mêmes des conservateurs, et y compris à l'échelle internationale, hein, d'après les principes du Conseil international des musées. Et donc là, nous sommes proches d'une situation de location d'œuvres. Alors, on pourrait se dire, bah, écoutez, c'est très bon pour la réputation de la France. Je n'en suis pas si sûr. Hein, mes recherches dans le domaine de la diplomatie culturelle suggèrent que ça peut envoyer, justement, parce que ça peut envoyer un message contradictoire. Le message traditionnel de la France est celui pour lequel les biens culturels échappent, hein, je dirais, aux lois habituelles de l'économie. Et là, on a l'impression d'une sorte de double discours où on se dit, nous possédons des richesses absolument inestimables et on va leur assigner un prix. Et cela nous entraîne relativement loin et peut
en tous les cas, nous éloigner des préoccupations de politique culturelle, mais je dirais même de diplomatie culturelle. Est-ce que c'est l'outil dont nous avons besoin pour faire rayonner la France, ses valeurs, ses principes à l'échelle internationale? Je crois que là, il y a une vraie question qui me semble relativement peu débattue. Pour une raison simple, c'est que ces contrats s'accompagnent de contreparties financières extrêmement importantes. Alors donc ça c'est pour la question donc de la franchise, par exemple le Louvre avec le Louvre Abu Dhabi. Pour ce qui concerne cette fois-ci Jean-Michel Tobelem, le fait de faire essaimer un musée, si vous deviez faire une sorte de bilan de ce que ça a signifié pour le centre Georges Pompidou. Écoutez, je vais être un peu rapide, pardonnez-moi, je pense que ce n'est pas la bonne voie. Le fait est qu'on crée des grands établissements dotés de moyens extrêmement importants sur le plan budgétaire. Je pense qu'il faut suivre une autre orientation et il faut que les parlementaires s'en saisissent. Le plus important à l'heure actuelle, au moment où nous parlons, c'est qu'il existe un système à 2 vitesses et une disproportion marquée entre les grands établissements culturels, notamment parisiens, et les musées en région, en province, qui sont riches, qui sont dotés d'équipes scientifiques de très bon niveau et qui n'ont absolument pas les moyens de présenter une offre, j'allais dire, enfin des expositions de haut niveau qui permettraient que le public se renouvelle et se déplace dans des villes qui sont relativement peu connues. Je crois qu'on abordera tout à l'heure la question des musées en région. Voilà, c'est ça la question actuelle, ça n'est pas de créer des établissements frères ou sœurs, je ne sais pas comment dire, en province, de les multiplier, c'est de doter les établissements existants de moyens leur permettant enfin, j'allais dire, de rayonner. Vous êtes d'accord, Didier Rickner? Oui, je suis d'accord. Prenons un exemple. Le Louvre-Lens, je crois que si je ne me trompe pas, c'est 10 millions, peut-être 12 millions de budget par an pour faire 2, 3 expositions. C'est totalement délirant quand on regarde les moyens des musées de province. Donc c'est... Le Louvre, c'est plus de 300 millions d'euros de budget. Oui, le Louvre, mais le Louvre-Lens, c'est un musée de région, c'est comme un musée de région, sauf qu'il n'y a pas de collection, il y a juste des expositions, et c'est 10 millions d'euros de fonctionnement par an, ce qui est complètement fou. Alors qu'il y a des musées formidables qui auraient besoin de plus de moyens. Effectivement, il y a des musées en province qui se débrouillent très bien, et ça, je pense qu'on va en parler, parce qu'il y a derrière des politiques qui les soutiennent, parce qu'il y a des bons conservateurs, et puis il y a des musées qui sont en déshérence. Et malheureusement, ils sont un peu laissés seuls. C'est-à-dire que je sais que les conservateurs qui se trouvent seuls par rapport à peu de moyens, par rapport à une mairie qui s'en fiche, etc., ils sont pas tellement aidés au niveau central. Je l'évoquais tout à l'heure, le centre Pompidou Paris va fermer. Il va fermer pour travaux et celui-ci est le siège d'un mouvement social depuis quelques semaines. Votre regard là-dessus, Jean-Michel Tobelem? C'est une situation, il faut le reconnaître, absolument exceptionnelle. C'est très rare qu'un très grand établissement ferme pendant plusieurs années. Bien entendu, je comprends la préoccupation des personnels, c'est tout à fait légitime. Donc je pense qu'il y a des réponses à apporter à ce niveau-là. Les équipes peuvent absolument également se déployer pour agir aux côtés des musées, soit franciliens, soit plus largement à l'échelle nationale. Donc je pense que le Centre Pompidou, même ses murs fermés, peut absolument mobiliser ces personnels qui sont de haute qualité pour animer justement le tissu français, le réseau muséal français. Mais au-delà de ça, puisqu'effectivement c'est une situation exceptionnelle, est-ce que ça ne révèle pas un malaise social dans ces institutions, Jean-Michel Tobelem ? Alors, effectivement, là, nous abordons un sujet un peu plus général que le Centre Pompidou. En effet, le manque de clarification de la mission qui est assignée aux grands établissements culturels crée une situation dans laquelle les personnels sont à la fois parfois démotivés, désemparés, parce qu'ils entendent, ils sont le sujet, si je puis dire, d'injonctions contradictoires. D'un côté, on leur demande d'augmenter sans cesse les ressources, et de l'autre côté, on souhaite qu'ils s'élargissent le plus largement à un public plus diversifié. Et cela crée assurément des incompréhensions en interne, d'autant que parfois, il faut le souligner, les présidents de ces institutions ne sont pas considérés comme entièrement légitimes de la part des personnels en place.
Vous pensez cela, Didier Rickner, qu'il y a notamment une question donc d'injonction contradictoire avec des missions qui sont finalement des missions peut-être distinctes, ça c'est compréhensible, mais parfois contradictoires? Peut-être. Alors ça, objectivement, je pense que Jean-Michel Dobelem le sait mieux que moi. Sur la légitimité, par exemple, dont il vient de parler, des directeurs d'établissement, c'est moins vrai, il faut le dire quand même, depuis quelque temps, puisque ce sont des conservateurs de musées qui ont été nommés à la tête du Louvre, d'Orsay, à la tête du Centre Pompidou. Il n'y a que Versailles, où pour le moment il y a un vrai problème, mais qui dépasse même le problème de la compétence. Pourquoi? Quel problème? Le problème d'une présidence qui n'est plus présidente et qui agit comme si elle était présidente parce que on la laisse là. Il n'y a plus de président à Versailles depuis longtemps parce qu'elle a dépassé tous les mandats possibles, la limite d'âge. Et maintenant, depuis le 1er janvier, il n'y a plus d'administrateur général et elle a délégué, j'ai fait un article là-dessus, c'est totalement hallucinant, c'est-à-dire que la présidente de Versailles a délégué des pouvoirs qu'elle n'a pas à un administrateur général adjoint. Elle a signé sa main. C'est fou. Donc Versailles est un cas un peu à part, je dirais, mais les autres grands établissements, ils ont des conservateurs à leur tête. Donc ça, c'est quand même bien. Et Jean-Michel Tobelem, le fait d'avoir des missions contradictoires, c'est-à-dire de devoir accueillir toujours plus de public, mais aussi d'avoir une mission finalement très classique de conservation des œuvres, est-ce que tout ça ne provoque pas une crise de modèle ? Oui, de toute façon, comme je le soulignais tout à l'heure, la pandémie nous a donné 2 ans pour réfléchir à un modèle qui serait plus sobre, plus soutenable, plus compatible avec les objectifs climatiques. Et comme je l'indiquais, j'ai l'impression que nous n'en avons pas tiré réellement des enseignements. Donc il est plus que temps d'avancer vers des propositions qui soient plus conformes aux objectifs même de la politique publique ou aux objectifs au pluriel de la politique publique, incluant notamment la question de la sobriété énergétique. Donc oui, bien entendu, il est important de replacer, de redéfinir d'une certaine manière quelle est la mission de ces établissements. Ça me semble absolument essentiel. L'enchaînement logique étant le suivant, c'est-à-dire faire état d'une volonté notamment d'élargissement des publics, préciser la mission des établissements, définir les priorités et dans ce cadre-là, je n'ai aucune inquiétude pour qu'on puisse trouver des moyens de mieux répondre à ces fameux objectifs de politique publique dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que c'est mieux pris en compte à l'étranger ? Jean-Michel Tobelem. En tous les cas, ce qu'on peut dire d'une façon non polémique, c'est que très souvent, à l'étranger, vous comprenez, y compris lorsque vous accédez à la page d'accueil du musée, quelle est sa mission. Je vous mets au défi de trouver, dans le cas des établissements que nous avons évoqués tout à l'heure, au-delà des grandes missions générales qui sont ceux de tout musée de France, puisque nous parlons des musées, quelle est la mission précise de ces établissements. Je pense que là, on avancerait d'un grand pas et on donnerait beaucoup plus de confiance au personnel de ces établissements si tout le monde comprenait quel était le sens partagé de l'action de ces très grandes organisations dotées, je le rappelle quand même, de moyens très importants par la collectivité publique. Didier Rickner, vous voulez le dire de manière plus polémique ? Non, justement. Moins polémique ? Extraordinaire, non ? Étonnant. Mais finalement, on n'arrête pas de dire qu'il y a des problèmes en France, mais si on compare par rapport à l'étranger, il faut reconnaître quand même que le modèle des musées français est un bon modèle, qui fonctionne bien dans une grande partie des cas, pas tout le temps, malheureusement, et c'est ça le problème. Sauf sur la question de la gratuité, parce que par exemple, beaucoup de grands musées étrangers sont gratuits. C'est vrai. Comme je vous l'ai dit, je ne suis pas forcément pour la gratuité totale, je suis pour des prix modérés. Mais il faut voir que, par exemple, pendant la crise du Covid, alors, il y a eu des problèmes en France, on a beaucoup plus fermé les musées en France qu'ailleurs. Mais néanmoins, les musées s'en sont sortis très bien. En Angleterre, il y a eu beaucoup de problèmes d'argent, parce qu'ils n'avaient plus d'argent et que l'État les aidait beaucoup moins. Aux États-Unis, il y a des musées qui ne sont pas du tout aidés, évidemment, par la puissance publique. Ce sont des musées privés. Alors, il y a beaucoup de mécénat en même temps. Mais il y a un soutien, quand même, des collectivités territoriales, quand elles le font. Il y a un soutien de l'État, malgré tout, qui existe en France et qui n'existe pas forcément ailleurs. Donc, il ne faut pas non plus toujours... je suis le premier à râler souvent. Il faut reconnaître que le modèle français n'est, dans l'ensemble, quand même pas trop mauvais. Et il y a des musées qui font des choses formidables. Les nouveaux musées, Jean-Michel Tobelem, parmi ceux qui ont été créés récemment, si là aussi vous deviez poser un regard sur ces nouveaux musées?
Je pense qu'on assiste à un courant continu de création, hein, en dépit de craintes parfois, mais aussi de rénovation de musées. Il se trouve que ces jours-ci, là, je visite le musée de Draguignan, qui me semble un excellent exemple. Sa collection n'est pas forcément, c'est pas une injure de le dire, de très premier plan, j'allais dire, mais qu'est-ce qu'on y trouve dans le musée de Draguignan? On trouve un certain nombre d'œuvres dont notamment on peut souligner le fait qu'un certain nombre d'entre elles proviennent de dépôts. Et ça me semble être d'ailleurs une excellente chose. Mais ce que je voudrais souligner, c'est qu'au-delà de la collection, la rénovation du musée permet de disposer d'un outil, d'un instrument de politique culturelle, ne serait-ce qu'à travers un auditorium, à travers une salle d'exposition temporaire qui va permettre, et prochainement d'ailleurs il y aura une exposition Renoir, de présenter des événements qui permettront au public de revenir une fois qu'il aura découvert la collection permanente ou qu'il l'aura visitée à plusieurs reprises, et évidemment de déployer un ensemble d'actions éducatives en direction des différents publics. Donc c'est vrai, comme le soulignait Didier Eckner, nous avons un modèle qui est très puissant en Europe, hein, je dirais même au-delà de la France. En Europe, nous avons un modèle qui est très solide et la pandémie, précisément, a révélé la force de ce modèle. Et il est vrai aussi que parfois on dit qu'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent public, etc. Mais force est de constater que, comme je le soulignais, à la fois nous assistons à la naissance de nouveaux musées et en même temps à la rénovation de musées existants. Alors, il y a effectivement de nouveaux parcours. Par exemple, le musée Gadagne à Lyon, Didier Rickner, si vous pouviez nous le décrire en quelques mots. Alors, j'allais dire beaucoup de bien du musée de Draguignan, où il y a un maire qui s'intéresse à ça, qui donne des moyens. Et il y a une collection, effectivement, qui n'est pas exceptionnelle, mais qui est en train de s'enrichir. Ils achètent 2 très beaux tableaux actuellement, vraiment. Et puis, il y a le contre-exemple total. Le musée Gadagne à Lyon, musée qui est un musée d'histoire, mais avec des collections importantes artistiques, qui ne présente quasiment plus aucune collection dans son musée. C'est-à-dire que c'est un musée ce sont des salles vides où on présente des reproductions d'œuvres, des grandes photos agrandies, même pas des photos originales, des photos agrandies, des posters, où on présente quelques systèmes par ordinateur. Ça c'est très bien. Enfin, je sais plus comment utiliser le terme. Excusez-moi. Des infographies. Des infographies, etc. Ça, il en faut quand il y a des choses autour. Mais là, le musée Gadagne est consternant. Le discours est d'un ridicule achevé. C'est vraiment, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi ne pas présenter d'œuvres? Ça, je ne sais pas, il faut leur demander, parce que ils considèrent que les œuvres des collections permanentes doivent être présentées dans les collections temporaires, dans l'exposition temporaire. Pour le moment, il n'y a pas d'exposition temporaire, il faut le savoir. Il n'y a que un parcours permanent, mais c'est honteux et c'est 3 millions d'euros par an. Si on continue en région, le musée de Valenciennes. Le musée de Valenciennes, il est fermé actuellement pour des travaux qui étaient nécessaires. Le projet scientifique et culturel, c'est-à-dire la définition de ce que va être le musée, m'inquiète beaucoup. C'est un musée des Beaux-Arts où il y a des collections exceptionnelles de peintures flamandes, Rubens notamment, Carpeaux. Une grande collection de Carpeaux sont conservées à Valenciennes et c'est original ici. Eh bien, tout cela va être complètement bouleversé avec moins d'œuvres exposées, plus de ludiques, etc. Et c'est tout à fait ce contre quoi je lutte. Disons un modèle nouveau hybride, ce qui a été fait à Villers-Cotterêts autour de la langue française. Est-ce que c'est encore un musée? C'est pas un musée. Ce n'est pas un musée. Ils ne se prétendent pas un musée d'ailleurs. Le parcours n'est pas complètement inintéressant. Il y a des choses intéressantes dedans, mais c'est pas un musée, donc on peut pas parler d'un musée. Ça a permis de sauver le château, de le restaurer, alors en grande partie bien, un petit peu moins bien sur la cour qu'on a couverte. Mais bon, c'est beaucoup d'argent qui va aller à Villers-Cotterêts les prochaines années. Je crains que ça soit beaucoup d'argent. Peut-être, on va y aller. Allez-y. Vous y êtes allé d'ailleurs. Je suis allé, bien sûr, oui. Non, mais encore une fois, j'étais un peu inquiet et ça c'est plutôt pas mal. Mais au moins, on a sauvé le château. Mais en tout cas, il y a alors si on parle, peut-être parlerons-nous des musées aussi qui marchent bien en région. Je ne sais pas si c'est trop tôt ou pas. Jean-Michel Tobelem sur Villers-Cotterêts. Je pense que l'enjeu de Villers-Cotterêts, il était très clair. C'est de donner envie aux visiteurs potentiels, au public, d'aller à Villers-Cotterêts. Donc, il aurait fallu commencer par le commencement, c'est-à-dire, ou alors, admettons que voilà, le commencement, il a été fait, mais il faut aller plus loin. Il faut indiquer aux visiteurs, sinon ils auront beaucoup de scrupules, me semble-t-il, ou beaucoup de réticence, ou en tout cas beaucoup de prudence à aller dans cette région. Il faut leur dire que c'est une région riche, qui dispose de différents atouts sur le plan patrimonial, sur le plan paysager, sur le plan
gastronomique. Et c'est parce qu'on aura créé une nouvelle, entre guillemets, destination avec des choses qui existent déjà. Pensons notamment à Alexandre Dumas. Enfin, c'est quand même une figure d'une force très importante à l'échelle nationale et surtout internationale. Donc c'est ça qu'il faut faire. Créer un établissement à lui seul ne suffit pas et ne suffira pas à l'avenir. Il faut créer l'envie, il faut donner l'envie, pardonnez-moi, au public de venir découvrir cette région. Et à cette occasion, il découvrira le château de Villers-Cotterêts. Oui, puis on peut aller à Soissons, on peut aller à Laon, une fois qu'on est à Villers-Cotterêts. Didier Rickner, si on prend là aussi toujours dans les ouvertures le musée de la Marine à Paris. Malheureusement, c'est un musée, beaucoup de gens en ont dit beaucoup de bien et c'est pas très bon. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a une entrée immense où on aurait pu mettre des œuvres. Vous avez une espèce de truc au milieu qui s'appelle La Vague qui ressemble à rien. Ce n'est pas un musée. On essaye de faire un musée, mais sans en faire un musée parce qu'il faut du ludique, bien sûr. Les ports de Joseph Mernet, c'est une collection très importante des tableaux dépôts du Louvre, sont très mal présentés. Donc c'est un ratage, hein. Mais bon, c'est pas le pire ratage du monde, mais c'est un ratage. Et si vous deviez, Jean-Michel Tobelem, nous conseiller des musées, par exemple en région, mais pas uniquement, des musées qui méritent notre attention? D'abord, je voudrais souligner que, encore une fois, c'est une des forces de notre pays. Nous avons dans des petites villes, et là je pense au Cateau-Cambrésis, dans le nord, nous avons des musées d'envergure nationale, voire européenne, et Didier Rickner, bien entendu, sera d'accord avec moi, pour souligner les mérites du musée Matisse, hein, qui obéit à un modèle très intéressant, c'est-à-dire qu'on part d'une donation initiale très modeste et qui s'accroît au fil du temps par l'adjonction de nouveaux espaces et de nouvelles ailes. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je soulignerai l'importance du musée d'Écouen, hein, pour le public francilien. C'est typiquement un musée délaissé par le ministère de la Culture, en dépit de la récente exposition Antoine Caron, mais qui est très loin de l'audience que mériterait ce très grand musée de la Renaissance. J'ajoute, alors là c'est pour faire un petit peu discuter, que à Mont-de-Marsan dans les Landes, un musée qui est assez peu fréquenté, il y aurait de quoi faire un grand musée de la sculpture. Et puis pour les Parisiens, eh bien je signalerai le musée en herbe, hein, qui est un musée pour enfants, un concept qui est assez peu développé dans notre pays, et on se dit que compte tenu de la qualité, de la force de ce projet qui est porté par une association, que se serait-il passé si les pouvoirs publics s'étaient intéressés de plus près ou s'étaient associés à cette dynamique associative? On aurait pu aller encore plus loin. Et si vous me permettez d'ajouter un mot, parce que le territoire français est d'une richesse absolument inépuisable, je suis toujours frappé du fait que beaucoup de mes interlocuteurs ignorent l'importance du réseau des musées scientifiques et techniques de la ville de Mulhouse. Il y a là quelque chose d'absolument unique au niveau européen et que malheureusement peu de nos concitoyens finalement connaissent. Didier Rickner. Alors je vais rester dans le domaine des beaux-arts et je vais aller dans le centre et au nord. Je vais citer 3 musées et que ceux que j'oublie me pardonnent, ils savent qu'il y en a beaucoup d'autres. Le musée de Montpellier, le musée Fabre à Montpellier, qui a une politique extraordinaire d'exposition, d'acquisition, ça c'est très important, le musée s'enrichit. Le musée d'Orléans, même chose, il y a beaucoup de choses à Orléans se passent et ça c'est formidable. Et le musée de Roubaix, pour lequel je suis un peu plus inquiet parce que son conservateur, directeur depuis des années, va partir, Bruno Godichon, et c'est un musée formidable parce que dans une ville la plus pauvre de France, on prouve qu'un musée, ça rapporte et ça ne coûte pas. Et on a fait là également. Et donc là, qu'est-ce que l'on peut y trouver? On peut y trouver des collections essentiellement fin 19e, début 20e, avec de l'art déco, avec des choses de la Troisième République, et des choses formidables. Et puis surtout, le bâtiment lui-même est extraordinaire, c'est l'ancienne piscine art déco. Donc ce sont des collections qui se sont étendues, avec beaucoup d'expositions. Vraiment, c'est la ville la plus pauvre de France. Ça, c'est quand même un exemple. Oui, ce qui est quand même une richesse. Moi, si vous me permettez, il y a le musée du Havre, le MUMA, qui présente lui aussi... sur lequel je m'inquiète un peu aussi, parce que sa directrice est bien récemment partie, et j'espère qu'il va continuer dans la même politique qu'il a fait jusqu'à présent. Mais en tout cas, sa collection est très belle, des Renoirs, des Courbet. Donc on a la possibilité, effectivement, de le visiter. Un mot de conclusion, effectivement, Jean-Michel Tobelem, puisque ce secteur des musées est l'une des fiertés, des forces de la France. Donc il y a malgré tout de quoi se réjouir.
Oui, oui, bien sûr. Et lorsque il m'arrive de tenir un discours un petit peu critique, c'est précisément parce que j'entrevois ce potentiel qui parfois n'est pas entièrement mobilisé, mais c'est vrai que nous sommes dans une situation quasiment unique, Un mot de même s'il faut le relativiser. Un mot de conclusion, C'est un Didier Rickner. peu la même conclusion. On a un réseau français des collections exceptionnelles, on a des professionnels exceptionnels. Donnons-leur les moyens de travailler, et c'est juste ce que je demande. Voilà, on va faire passer ce message. Didier Rickner, je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction de la Tribune de l'Art, un magazine en ligne, donc latribunedelart.com. Jean-Michel Tobelem, vous êtes professeur associé à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. On vous doit notamment politique et gestion de la culture publique, financement, territoire, stratégie. C'est aux éditions Armand Collin.